Alors, bienvenue dans la suite de révision, toujours dans le module des ondes. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite révision sur les ondes lumineuses. Alors, commençons tout d'abord par l'expérience de la diffraction. Donc, en envoyant à l'aide d'une source laser un faisceau lumineux étroit de longueur d'onde lambda, est égal à 633 nanomètres sur un écran, on obtient un point lumineux sur l'écran. Donc, vous voyez ici que lorsqu'on éclaire l'écran par une source laser, donc on obtient un point lumineux. Ça veut dire que la lumière ici donc a respecté le principe de quoi? Principe de propagation rectiligne. Donc, lorsqu'on intercalant entre l'écran et la source laser une plaque portant une fente de largeur A, on observe sur l'écran, sur l'écran de projection situé à une distance toujours d de la fente, une tache lumineuse centrale plus grande, plus large, entourée par de quoi? Ou bien entourée de part et d'autre par des taches secondaires moins larges et moins brillantes. Donc, c'est le phénomène de quoi? Le phénomène de la diffraction. Alors, comme ça. Donc, lorsqu'il n'y a pas, en absence du fond, il y a le principe de la propagation rectiligne est respecté. Dans le cas où on intercale entre la source et l'écran la fente de largeur A, on constate qu'il y a un changement de la forme de la lumière, c'est-à-dire qu'il passe d'une lumière continue vers une lumière discrète, donc en voyant sur l'écran des taches lumineuses, donc une tache lumineuse centrale et des taches brillantes de part et d'autre de la tache centrale. Donc, la lumière, et par conclusion, subit le phénomène de diffraction. Donc, la même chose, c'est lorsqu'on remplace la fente par un obstacle très fin, on obtient les mêmes résultats le même résultat que se trouvait précédemment. Donc, c'est-à-dire que le phénomène de la diffraction peut être réalisé en changeant, bien en remplaçant la fente par un obstacle très fin, en utilisant également une plaque contenant un trou circulaire, on obtient une tache lumineuse circulaire entourée par des anneaux. Donc, on peut également voir là, ou bien on peut également trouver le phénomène de diffraction de la lumière avec un obstacle ayant un trou circulaire. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate expérimentalement que la largeur de la tache centrale augmente lorsque la largeur de la fente diminue. La largeur de la tache centrale augmente avec la longueur d'onde et avec la distance d. Ce sont des résultats expérimentaux. Conclusion générale, donc puisque la lumière a subi le phénomène de diffraction, donc on peut dire que la lumière possède un aspect ondulatoire. Ensuite, la lumière peut donc caractériser comme toutes les ondes par sa célérité, sa fréquence et sa longueur d'onde. L'étude de la phénomène de diffraction d'un faisceau laser par une fente. Alors, commençons par la définition de l'écart angulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écart angulaire? Donc, c'est tout simplement l'angle sous lequel on voit la moitié de la tâche centrale depuis la fente de diffraction. Donc, on définit l'écart angulaire comme l'angle à partir duquel on voit la moitié de la tâche centrale. Alors, empiriquement, donc, θ ou bien l'écart angulaire est défini par la relation suivante. Donc, θ, c'est égal à lambda sur A, avec lambda, c'est la longueur d'onde, et A, c'est quoi? C'est la largeur de la fente. À part expérimentale ou bien à partir d'une figure géométrique. Donc, pour les angles petits, on a déjà tangente de θ, c'est égal à L sur 2 divisé par D. Donc,
pour les petits angles, donc θ inférieur à 15, on a tangente de θ à peu près est égal à θ. On peut écrire avec approximation que θ est égal à L sur 2D. Donc, voilà l'expression de la largeur de la fente ou bien la largeur de la tâche centrale. Donc, d'après les relations 1, voilà, la relation numéro 1 et la relation numéro 2. Donc, on peut déduire que la longueur de la tâche centrale, c'est égal à 2 lambda d sur A. Donc, voyons bien que la largeur de la tâche centrale augmente avec D et augmente avec la longueur d'onde. Donc, ce sont cette relation à vérifier. Les observations qu'on a déjà citées. La lumière, la largeur, elle augmente avec avec la diminution de la fente et augmente avec l'augmentation de la distance D ou bien de la longueur d'onde. Donc, vous voyez ici que cette relation, elle augmente avec lambda et augmente également avec D lorsque A diminue, donc le L augmente. La largeur de la tâche augmente avec l'augmentation de D et celle de la longueur d'onde et elle diminue avec l'augmentation de A, c'est-à-dire de la largeur du fond, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux. Alors, petite remarque, dans le cas de diffraction par un trou circulaire de diamètre A, l'écart angulaire est donné par la relation θ, c'est égal à 1,22 lambda sur A. Dans le cas de diffraction d'un fil de diamètre D, l'écart angulaire est défini par la relation θ, c'est égal à lambda sur A. Les caractéristiques des ondes lumineuses. Alors, la lumière est une onde électromagnétique. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans les milieux transparents et dans les vides. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide, SC, c'est égal à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, on l'appelle célérité. La lumière monochromatique et lumière polychromatique. Lumière monochromatique, toute radiation, c'est toute radiation lumineuse ayant une seule couleur est dite monochromatique. Donc, elle est caractérisée par sa fréquence nue, donc sa fréquence nue, unique, qui ne change pas avec le milieu, donc fréquence qui ne dépend pas du milieu. Exemple, le laser est une source lumineuse monochromatique, c'est-à-dire composée d'une seule radiation. La longueur d'onde d'une lumière monochromatique dépend du milieu de propagation par la relation suivante. Donc, lambda, c'est égal à la vitesse de propagation V, c'est la vitesse de propagation divisée par quoi? Donc, la vitesse de propagation V divisée par la fréquence nue. Donc, par la fréquence nue. Donc, la vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu de propagation. Voilà. Remarque, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est C. Par conséquent, la relation précédente, c'est si le milieu de propagation est le vide, on a lambda 0, c'est égal à C sur nu. Donc, lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Donc, la lumière monochromatique, c'est une onde ayant une fréquence bien déterminée, une longueur d'onde qui dépend du milieu de propagation et une vitesse de propagation qui dépend du milieu de propagation. Lumière polychromatique ou bien lumière blanche. La lumière blanche est une lumière polychromatique composée de plusieurs radiations monochromatiques. Donc, le mot polychromatique signifie composé de plusieurs couleurs. Exemple, la lumière du soleil et celle de la lampe est incandescence ou la lampe à incandescence ou la bougie. Donc, ce sont des lumières composées. Alors, le domaine de la lumière blanche visible, donc la lumière visible, c'est dans le vide et lorsque lambda, sa longueur d'onde, est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, c'est l'intervalle de la lumière visible dans le vide.
À l'extérieur de ce domaine, de ce domaine de la lumière elle serait invisible. C'est-à-dire lorsque lambda est supérieur à 800 nanomètres dans le vide, donc le domaine, donc nous sommes dans le domaine de l'infrarouge, pour des lambda inférieurs à 400 nanomètres, alors ce sont les lumières qui appartiennent au domaine de l'ultraviolet. Alors, l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Donc, on a déjà dit que la vitesse de propagation change avec le milieu. Eh bien, l'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et la vitesse de propagation dans un milieu matériel. Donc, chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction qui est donné par la relation suivante, n est égal à C sur V. N, c'est l'indice de réfraction, donc c'est une grandeur qui n'a pas d'unité, est toujours supérieure ou égale à 1, donc supérieure ou égale à 1. Ensuite, C, c'est la vitesse de propagation ou bien la célérité de la lumière dans le vide. Et V, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu transparent. Remarque, dans le vide, on a C, c'est égal à lambda 0 fois nu. Et dans un milieu matériel, on a V est égal à lambda fois nu. Donc, en divisant les deux relations 1 et 2, terme par terme, on obtient que l'indice de réfraction c'est égal à C sur V, donc est égal à lambda 0 sur lambda. On peut dire que l'indice de réfraction donc représente la variation de quoi? De la longueur donc par rapport à au vide, par rapport au milieu vide, comme la variation entre du vitesse d'une onde monochromate. Bien. Réfraction de la lumière. Alors, réfraction de la lumière, la réfraction de la lumière est le changement de direction que subit un rayon lumineux lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Donc, lorsqu'on passe d'un milieu numéro 1, d'indice de réfraction N1, vers un milieu, deuxième milieu transparent 2 d'indice N2. Donc, le rayon incident fait l'angle I, qui s'appelle l'angle d'incidence avec la normale sur la surface réfractante. Donc, et fait l'angle I2 qui s'appelle angle de réfraction avec le même normal, avec la même normale sur la face séparatrice. Bien. Alors, le SI, c'est le rayon incident. On parle le rayon SI, s'appelle rayon incident. IR, rayon réfracté. Le point I, donc c'est le point d'incidence. NI, donc la normale au point d'incidence. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. N2, l'indice de réfraction du deuxième milieu. I1, l'angle d'incidence ou l'angle d'incidence. Voilà. I2, c'est l'angle de réfraction. Alors, la relation qui relie l'indice N1, l'indice N2, l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction E2, c'est donné par la deuxième loi de Snell-Descartes, c'est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Alors, remarque, lorsque la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, c'est-à-dire lorsque N2 supérieur à N1, donc le rayon se rapproche, c'est-à-dire on a peut-être I2 est inférieur à I1, donc se rapproche à la normale. Lorsque la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, c'est-à-dire que N2 inférieur à N1, alors l'angle de quoi? L'angle de réfraction devient plus grand par rapport à l'angle d'incidence. Donc, le rayon s'éloigne ou bien s'écarte de la normale.
Alors, dispersion de la lumière, le prisme. Alors, le prisme, c'est un milieu transparent et homogène, limité par deux faces planes, non parallèles, la face opposée à la tache et la base du prisme. Voilà. Donc, le trajet d'un faisceau lumineux à travers un prisme. Donc, on envoie un faisceau de lumière monochromatique sur la face d'un prisme. On constate que le faisceau subit une réfraction sur la première face, puis sur la deuxième face, puis dévie vers la base du prisme. Bien, donc, vous voyez, donc nous avons ici un rayon lumineux monochromatique, donc il subit deux réfractions au niveau, la première réfraction au niveau du point I, sur la première face du prisme, et une deuxième réfraction au point G sur la deuxième face du prisme. Après, il y a émergence. Donc, les relations fondamentales ou bien les relations caractéristiques du prisme. Donc, la première relation, c'est la relation de réfraction, de première réfraction, en appliquant la loi de réfraction sur la première face au point I. Donc, au point I, donc nous avons la première relation en formule de prisme. Donc, N1, donc ça c'est l'indice 1. L'air a pour indice 1 et le milieu constituant le prisme a pour indice n. Ensuite, le verre d'indice 1. Donc, on a 1 fois sinus i égale à n fois le sinus de R. Donc, sinus i est égal à n fois sinus R. Alors, deuxième formule ou bien deuxième relation du prisme, donc c'est la loi de réfraction au niveau du point G, c'est-à-dire à la deuxième face du prisme. Donc, nous avons le 1 sinus I2 ou bien I', sinus I', donc c'est égal à n fois sinus R'. Donc, c'est la deuxième relation du prisme. Alors, troisième formule, donc c'est la formule qui fait relier à l'angle du prisme, le A, et l'angle de réfraction sur la première face, le R, avec l'angle d'incidence sur le deuxième face du prisme. Donc, la relation entre le A, R et R'. Donc, on a le A est égal à R plus R'. Donc, voilà, c'est la troisième relation. Après, quatrième formule du prisme, donc c'est la formule qui nous a permis de déterminer l'angle de déviation. Donc, en absence du prisme, le rayon incident donc, doit suivre son chemin rectiligne, représenté ici par l'interpolation des droites pointillées. Donc, voilà, donc, c'est ça. En absence sans prisme, sans présence de prisme. Mais avec le prisme, donc, le rayon a été dévié. Donc il a dévié deux fois. Donc, D1 est égal à la première déviation sur la première face et plus la déviation numéro 2, D2. Voilà, D2, donc c'est la déviation sur la deuxième phase. Donc, D est égal à quoi? Qui est égal à D1 plus plutôt la déviation numéro 1 plus la déviation du deuxième réfraction. Alors, D1, comme vous voyez ici, D1 c'est égal à I moins R. Donc, on a D c'est égal à D1 plus D2. Alors, le D1 c'est quoi? C'est le I moins R. Voilà, D. Voilà le D1. D1 plus R c'est égal à I. Et le D2 c'est égal à quoi? Le D2 c'est I' également I' D2. Voilà, D2 I' moins petit r. Donc, ça c'est le R'. Donc, le R' plus D2 égale à quoi? Égale à I'. Eh bien, D2, c'est égal à I' moins R. En fait,
D, la déviation, c'est égal à I plus I prime, moins le R plus R prime. Donc, c'est le I plus I prime moins le A. Et bien, c'est la quatrième formule pour le prisme. Bien, dispersion de la lumière par un prisme. Donc, on va se baser, en se basant plutôt sur ces 4 formules, on peut expliquer le phénomène de la dispersion de la lumière blanche à travers un prisme. En envoyant un faisceau de lumière blanche sur la première face d'un prisme, on obtient le spectre de la lumière blanche qui se compose des couleurs suivantes, rouge, orange, jaune, vert, bleu. Donc, le spectre de la lumière. Le prisme sépare les couleurs en les réfractant différemment. Cette décomposition de la lumière s'appelle dispersion de la lumière blanche. Alors, l'interprétation, donc la formule, plutôt, la lumière blanche est composée d'un ensemble des lumières colorées appelées radiation. Donc, la dispersion de la lumière blanche par la lumière blanche est due au fait de l'indice de réfraction du prisme qui dépend de la fréquence de l'onde lumineuse à travers qui le traverse. Donc, l'indice de réfraction du prisme est une fonction décroissante de quoi? De la longueur d'onde, comme indique la relation de coucher. Donc, vous voyez ici que l'indice de réfraction dépend de lambda, et comme chaque couleur possède une fréquence, donc l'indice de réfraction est dans le vide. Donc, on a dans le vide, donc on a bien que le n a égal à quoi? Égal à A plus B sur quoi? Au lieu de mettre lambda, donc je vais mettre C sur nu, donc C sur nu, donc dans le vide au carré. Donc, c'est bien que cette relation montre bien que l'indice de réfraction dépend de la fréquence. Donc, chaque couleur possède une fréquence bien. Donc, ça, c'est la fréquence du rouge, par exemple. Ça, c'est la fréquence de violet. Donc, la fréquence du violet différente de fréquence de rouge est différente de la fréquence du violet. Ceci veut dire quoi? Veut dire que le N de rouge est différent de N de quoi? De l'indice de réfraction du violet. Par conséquent, d'après la première relation, donc nous avons le R du rouge serait différente en R du violet. Ensuite, la relation numéro 3 indique que le R' de rouge devient différent de R' de quoi? R' de comment dire? R' de violet. Après, la relation numéro 2, donc le I', voilà, I' de rouge serait le I' de rouge, donc devient différent de I' de violet. Vous voyez, donc, puisque le I' dépend de R' et dépend de N, puisque les N sont différentes et le R' également sont différentes, automatiquement le I' est différent. Ceci veut dire que d'après la quatrième formule, donc nous avons le D, l'angle de déviation du rouge et serait différente en l'angle de déviation de quoi? Déviation de quoi? De violet. Donc, à cause de l'indépendance, plutôt à cause de la dépendance de l'indice de réfraction à la fréquence, on peut expliquer cet phénomène de dispersion de la lumière. Donc, l'indice de réfraction du prisme est une fonction décroissante de quoi? De la
à longueur d'onde, comme indique la relation du coucher. Donc, par conséquent, chaque radiation va suivre une déviation différente par le prisme, ce qui entraîne la dispersion de la lumière. Donc, le prisme est un milieu dispersé. Donc, voilà, c'est tout pour l'essentiel des ondes lumineuses. Maintenant, on va voir un exercice d'application sur les ondes lumineuses.